Hey, salut, c'est Zoma, j'espère que vous allez bien cette fois-ci avec mes deux yeux. Alors vous verrez encore quelques vidéos avec un cache puisque j'ai quand même tourné le week-end dernier, histoire de ne pas perdre trop de temps. Mais tout va bien. Aujourd'hui, on va parler de 4 jeux. On va parler de Ela et l'éclat de la montagne. On va parler de la micro-extension pour les cryptes de cette deck. On va parler de Nautilion, le jeu de l'univers. Et enfin, on va parler de Doggerland. 4 titres bien différents. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et aller directement sur la timeline de la vidéo pour aller directement au jeu qui vous intéresse, parce que bien sûr que vous n'êtes pas intéressé partout. Et bien on commence par le beau bébé Ela et l'éclat de la montagne, un jeu narratif jouable uniquement en solo officiellement, et ça c'est assez rare parce que la plupart des jeux narratifs finalement se jouent à 2, à 3, alors que jouer en solo finalement c'est la meilleure expérience possible. C'est comme quand on lit un livre ou un livre dont on est le héros, on est vraiment tout seul et on profite. Là, Yellow et l'éditeur de base ont eu les couilles de dire que c'est un jeu qui se jouait seul. Alors, rien n'empêche qu'il y ait quelqu'un à côté de vous pour jouer si vous voulez jouer en multijoueur, mais c'est un jeu solo. Alors c'est un jeu de qui? C'est un jeu d'aventure narrative de Jeffrey CCH et illustré par Oxy Day. C'est un jeu à partir de 12 ans et plus, et je vais vous lire rapidement les petites icônes qui sont derrière parce qu'on va en discuter. Ce qui nous est promis par ce jeu, c'est une expérience immersive, des choix stratégiques, des embranchements F1 multiples, de superbes illustrations et une grande rejouabilité. Il y a 5 onglets dessus, je suis d'accord pour 4 des 5 possibilités. Alors, et là, c'est un jeu narratif qui paraît très simple. On commence par une petite BD qui va nous mettre dans un univers où on contrôle ce petit lapin qui est ami avec un arbre, et puis on va nous donner un tout petit deck de cartes et on va nous apprendre à utiliser progressivement ce deck de cartes, c'est-à-dire que on pioche la première carte, ça nous met une petite situation. Ela est en train de papillonner. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle continue de papillonner? Dans ce cas-là, vous gagnez telle ressource, ou alors vous vous bottez le cul et vous allez travailler, et dans ce cas-là, vous gagnez telle ressource. Vous faites votre action, vous défaussez la carte qui va dans le futur parce que cette carte-là sera remélangée quand vous aurez utilisé tout le petit deck, et vous gagnez vos ressources. Attention, vous avez le droit que vous avez 2 zones de ressources différentes, et vous avez le droit qu'à 8 possibilités dans chacune de ces zones, donc il va falloir choisir. Si vous avez 8 nourritures, vous ne pouvez plus avoir d'argent. Si vous avez 8 connaissances, vous ne pouvez plus avoir autre chose. Donc il va falloir choisir petit à petit, on tire une carte, on a une nouvelle petite situation, et on va avoir un autre choix. Ces choix-là, au départ, sont très simples, récupérer des ressources, mais petit à petit, ça va souvent être du transfert d'unités. Si vous dépensez une nourriture, vous pouvez gagner 2 connaissances. Si vous dépensez 2 connaissances, vous pouvez défausser 3 peurs, etc. Donc c'est un petit jeu, vraiment, livre dont vous êtes le héros, où vous tirez des cartes. Et effectivement, ces cartes-là sont une merveille, c'est très joli, c'est très mignon, c'est très coloré. On avance progressivement, les 2 premiers chapitres, d'ailleurs le premier c'est un chapitre 0 et le deuxième chapitre qui est donc le chapitre 1, sont vraiment inintéressants. C'est vraiment pour vous apprendre les mécaniques de gameplay, puisqu'une fois que vous avez mélangé, vous avez fait votre deck de base, vous remélangez le futur, la défausse, mais cette défausse, ce ne sont pas que les cartes que vous avez utilisées, parce qu'il y a des cartes, une fois que vous les avez utilisées, qui sont plutôt positives ou négatives, mais qui font avancer un petit peu le scénario. Elles vont dans le passé, vous les reverrez plus, mais par contre, vous allez débloquer petit à petit de plus en plus de nouvelles cartes avec des nouveaux choix qui vont se mettre dans ce futur. Et ce futur-là, vous le mélangez et c'est votre nouvelle journée. Vous devez valider l'objectif du niveau avant 7 jours, avant 7 mains de cartes différentes. Vous allez pouvoir débloquer 2-3 petits trucs en cours de partie que vous allez pouvoir garder de chapitre en chapitre, comme des talents et des soutiens. C'est un jeu finalement qui se fait en 2 parties au niveau de sa narration, une très légère, avec cette petite BD qu'on a en début de chapitre et en fin de chapitre. C'est quelques pages, il y a très peu de texte. La plus grosse narration va vraiment se faire dans le jeu, avec ces cartes que l'on va tirer, et avec les choix que l'on va faire, parce qu'effectivement, expérience immersive et choix stratégiques, ça c'est totalement vrai. On va vraiment pouvoir avoir des embranchements, des choix, des actions qui vont être plutôt positives, plutôt négatives. Des fois les deux vont être positives, mais qui vont vraiment impacter le niveau. Et ce qui est sympa, c'est que je vous ai dit que les 2 premiers chapitres étaient totalement random. Les chapitres suivants, chapitre 2, 3, je ne vous dirai pas combien il y a de chapitres, mais ils sont vraiment chacun dans un univers différent et avec une petite mécanique. Il y a toujours un petit truc en plus qu'on va mettre à droite du plateau. En fait, vous le mettez où vous voulez, mais les règles vous disent de le mettre à droite, qui vont modifier un petit peu le gameplay du niveau, qui vont faire que chaque chapitre va être finalement assez différent et va être un plaisir à parcourir. Et puis forcément, qui dit plusieurs choix, effectivement, chaque chapitre, à part les 2 premiers, vont avoir des fins différentes. 2 fins différentes, voire des fois 3 fins différentes. Je crois même qu'il y a un niveau à 4 fins différentes.
Non, 3 fins différentes maximum. Et puis bah forcément, s'il y a des fins différentes à ces chapitres, vous vous doutez bien qu'il va y avoir différentes fins. Donc je suis d'accord, embranchement et fins multiples, c'est totalement vrai. Superbe illustration, c'est totalement vrai. Le problème, c'est cette grande rejouabilité, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, je pose cette petite boîte parce que j'ai mal au doigt. Le gros problème de ce jeu, c'est que finalement, je trouve que c'est trop court. Sans vous dire combien il y a de chapitres, le jeu se fait à peu près en 3 heures, 4 heures. Alors, il y a un mode difficile si on veut refaire ces niveaux. Si vous perdez un chapitre, vous le recommencez. Vous perdez votre progression dans le chapitre, mais vous ne recommencez pas tout. Hein. Vous ne mourrez pas, vous recommencez juste le chapitre. Mais finalement, en mode normal, eh bien, vous allez finir le jeu. Moi, j'ai fait ma première partie en 3h30. J'ai fait plusieurs, bon, j'ai fait un mouvement de doigt, mais vous ne l'avez pas vu, j'ai fait plusieurs parties entières pour connaître les autres fins. J'aurais pu tricher, j'aurais pu lire les épilogues des différentes fins, mais je me la suis jouée ok, et j'ai fait vraiment. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez fait une fin qui est la fin la plus fréquente, vous allez rapidement savoir ce que vous auriez dû faire pour faire la bonne fin, on va dire. Et donc, vous allez faire cette bonne fin à votre deuxième run. Et une fois que vous avez fait la bonne fin, vous n'avez plus vraiment d'intérêt de redécouvrir le jeu. Alors 40 € pour le matériel, c'est pas si cher que ça, mais c'est un jeu finalement, si vous faites une run, c'est 3h30, si vous en faites deux, c'est 7 heures. C'est quand même pas énorme. J'aurais aimé un peu plus de chapitres. Et comme je vous ai dit, la narration ne se fait vraiment, au final, pas vraiment par ces petites bandes dessinées. Donc peu importe s'il n'y avait pas plus de bandes dessinées, j'aurais aimé plus de points dans mon aventure, plus de zones à découvrir, parce que les petites mécaniques qu'on a à chaque fois supplémentaires sont vraiment intéressantes, sont vraiment rigolotes, et c'est un plaisir à découvrir. Mais les deux premiers chapitres, il n'y en a pas, et bah, rapidement, on va pas avoir tant de découvertes que ça, et c'est ça qui m'a déçu. En plus que l'histoire, alors il y a eu toute une information comme quoi l'âge minimum avait été augmenté par Yellow, parce que c'est une histoire pas si mignonne que ça, pas si rude que, pas si bon enfant que ça, un peu rude, oui. Quand on a fait l'histoire, on comprend pourquoi on dit ça. Après, c'est pas non plus une histoire extraordinaire. J'ai trouvé ça quand même assez léger. C'est pas tellement l'histoire ni la fin en soi qui est importante, parce qu'une fois qu'on a fait la fin, on se dit ouais, bon, je vais pas vous spoiler, mais j'ai trouvé ça un petit peu déjà vu. Mais bah, c'est surtout l'aventure qu'on vit qui est plaisante, peu importe la fin, et j'aurais aimé que cette aventure dure plus longtemps. Donc finalement, c'est un jeu, une fois qu'on l'a fait, on va le refaire peut-être une deuxième fois pour avoir la vraie fin, et on va vraiment plus y jouer. Donc cette grande rejouabilité, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ceci dit, ça reste plaisant, ça reste clairement un de mes jeux narratifs préférés. C'est beaucoup mieux de jouer à ça que Comanot, c'est beaucoup mieux de jouer à ça que bien d'autres trucs, parce qu'au moins c'est plaisant. Ça dure pas 3 plombes non plus, ça prend pas trop de place sur la table, mais pour le coup, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps. Ok, on va passer maintenant sur un truc qu'on va être beaucoup plus court, la micro-extension, la crypte de Sedlec pour jouer en solo, mais pas que sur la crypte de Sedlec. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, le gros problème de cette extension, c'est que sur les 18 cartes, il n'y en a que 6 pour jouer en solo. Toutes les autres cartes qui sont des extensions pour le jeu de base, parce que le jeu de base, qui était une des premières vidéos que j'ai sorties en décembre dernier, ne m'avait pas spécialement convaincu. C'est un jeu de pose de cartes, et en fonction des positionnements des cartes, eh bien, on va gagner des points. C'est-à-dire qu'on va faire la crypte de Sedlec. Dès que vous mettez un paysan dans votre crypte, c'est 1 point. Dès que vous mettez un prêtre, c'est 2 points par ligne où il est présent. Dès que vous mettez un criminel, lui, il a envie d'être repenti, donc il marquera des points que s'il est adjacent à un criminel. Les amoureux, eux, marquent des points s'ils sont côte à côte. Forcément, ils sont amoureux et veulent finir l'éternité ensemble. Et le roi, lui, il marque des points pour tous ses sujets, tous les paysans et autres rois qui sont en dessous de lui. Finalement, il n'y a que 5 scorings. Sur une partie en multijoueur, on va poser 9 cartes chacun. C'est ultra court, ultra bref. C'est un peu chiant. Certes, ça coûtait 7,50 €, mais il y avait tellement mieux, un tout petit peu plus cher en jeu de positionnement. Là, c'est beaucoup trop simpliste. C'était l'idée de faire un jeu pour jouer dans le train, etc. Mais dans le train, j'ai pas envie de faire une partie qui dure 3 minutes, trop simpliste, où toutes les parties vont être identiques. Donc je trouvais ça très moyen. Là, le fait de rajouter d'autres scorings qui sont tous entremêlables, certes, ça va diluer le paquet de cartes, mais finalement, ces scorings-là ne sont pas des scorings rien qu'à eux, ils vont scorer en fonction des autres cartes qu'on avait déjà dans le jeu de base. Donc même si vous diluez la pioche, que vous ne jouerez pas avec toutes les cartes, eh bien, ça améliore le jeu. Le problème, c'est que ces extensions-là ne sont pas utilisables en solo. En solo, vous utilisez uniquement le paquet de base et les 6 nouvelles cartes. Donc finalement, vous dépensez 7,50 € pour 6 cartes si vous jouez qu'en solo. Donc c'est quand même un petit peu cher. D'autant plus que le principe de la gamme, c'était de créer un jeu en 18 cartes. Si on rajoute une extension, c'est triché. Hein. C'est plus vraiment un microgame, c'est 2 microgames, mais je trouve que c'est triché, c'est un aveu de faiblesse, c'est avouer que le jeu n'était pas parfait comme ça. Ceci dit, je suis quand même bien content de pouvoir y jouer en solo, et c'est meilleur en solo finalement que le jeu de base, puisque en solo, ce n'est pas que faire le plus de points, si c'est exactement ça, mais ce n'est pas juste faire 2 cryptes. On pourrait se dire, bon bah vous prenez les mêmes cartes et vous essayez de faire le plus gros scoring.
Non, là, il y a deux bonnes idées, ça tombe bien, chaque carte est recto verso, donc il y a une bonne idée de chaque côté d'une carte. La première, c'est que vous allez faire une structure, pas une crypte, pas une pyramide qui monte, vous allez faire une structure avec une forme bien particulière, il y en a 6 différentes, qui vont du coup entraîner des adjacences différentes, des complexités de réussir à réunir différentes cartes qui vont marquer côte à côte. Et puis, vous allez tirer une autre carte qui va vous donner une contrainte, un scoring ou un empêcheur de scorer en rond, comme on pourrait dire. Et ça c'est très sympa parce que justement ça dit que tous les paysans qui sont dans votre script, s'ils ne sont pas à côté d'un prêtre, ils ne marquent pas de points. Les amoureux ne marquent des points que s'ils sont dans la structure, pas dans la crypte. Enfin, tous des petits trucs comme ça qui vont faire que ça va chambouler un petit peu, ça va vous restreindre et ça va créer du coup un peu plus de réflexion. Ça va être un petit peu moins je m'en fous, je mets des cartes et ça marque dans tous les cas. Donc ça c'est sympa. Par contre, j'aurais aimé plus de structure, j'aurais aimé finalement et plus de contraintes, j'aurais aimé une micro-extension que pour moi, 18 cartes et non pas que 6. Finalement, si les autres cartes je ne peux pas les utiliser, vous les mettez ailleurs. Moi je veux 18 cartes pour moi, je veux me faire plaisir, je veux de la rejouabilité, ça en manque toujours. D'autant plus que comme on joue qu'avec 18 cartes de scoring, le scoring à atteindre est assez chaud. Il faut faire le perfect, donc il faut connaître les répartitions sur les cartes pour vraiment les anticiper, savoir comment bien scorer, parce que si vous voulez faire le score maximum, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire la perfect game. C'est possible, mais il faut avoir de la chance tout de même. Donc c'est sympa, ça améliore le jeu de base. Si n'achetez pas le jeu de base si vous voulez jouer en solo, puisqu'il déjà il n'est pas joué en solo, et si vous jouez en multi, c'est un peu chiant. Donc clairement pour moi cette extension est indispensable, mais il n'y en a pas assez pour le coup pour le prix que j'ai payé, qui est certes très léger, mais j'en veux toujours plus. Allez, puisqu'on en est à taper du sucre sur les jeux solo, on va continuer avec Nautilion de l'univers, un jeu de Shadi Torbey et illustré toujours par Élise Plessis. En vrai, je ne vais pas vraiment lui casser du sucre sur le dos, c'est un jeu plutôt ok. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est pas non plus un mauvais jeu. C'est le dernier jeu de la gamme de l'univers que je n'avais pas encore testé. Je sais pas si ma phrase est bonne au niveau des négations, etc. C'est compliqué le français, on dirait pas. Mais voilà, maintenant la boucle est bouclée, j'ai tout joué. C'est un jeu où on va en fait se balader dans les mers sur les mers de l'univers, et puis on va essayer d'arriver dans la zone de l'abysse pour vaincre le fantôme, celui qui va essayer d'effrayer tout le monde. Et lui, le bateau fantôme, lui, il arrive et il essaie d'arriver plein pot sur les îles bienheureuses pour tous nous zigouiller. C'est pas exactement ça, mais on va le faire comme ça. Donc ça va être une course. Il faut arriver avant lui sur la zone. Et bon, cette zone-là, cette mer, c'est une spirale avec plein de petits jetons, avec des valeurs. Ces valeurs vont être importantes parce que moi, quand je vais m'arrêter sur sur un petit jeton, je vais prendre ce jeton, et soit je le mets face cachée, ça me sera un petit joker pour activer des pouvoirs, comme relancer les dés, parce que je vais vous le dire, mais il y a des dés, ou simplement je prends cet équipage et je le mets dans mon bateau. Il faut qu'à la fin, j'ai rempli les 9 cases de mon bateau, ces 9 cases étant numérotées. Donc un 9, je peux le mettre qu'une seule fois et sur la place 9. Un 1, je peux le mettre qu'une seule fois et sur la place 1. Mais je ne peux pas mettre n'importe quel équipage n'importe quand, parce qu'il faut qu'il soit adjacent, qu'il soit connecté à ceux que j'ai déjà mis. Donc des fois, ça va être un petit peu casse-tête, on va se coincer sur une partie de notre bateau et on n'aura pas les bons équipages. Comment on se déplace? Eh bien on a 3 dés. On lance nos 3 dés, on va devoir choisir. Un dé, c'est pour le bateau fantôme qui lui va le faire le chemin inverse. Il avance d'autant de cases que la valeur du dé et il va supprimer le jeton en question. Moi je fais pareil mais vers les abysses et je prends le jeton en question. Et puis il y a un phare qui est une zone finalement pour lui donner un dé, pour n'en faire défausser un. Sauf que si on donne un 3 ou un 4, qui sont les valeurs qu'on n'a pas envie de garder parce que ça nous fait progresser soit nous soit l'adversaire de beaucoup, et nous on veut que la partie dure le plus longtemps possible pour avoir le plus de chances de récupérer tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin. Et si on donne un 3, un 4, on va devoir se défausser d'un jeton en réserve. C'est pour ça qu'on peut garder des jetons, soit parce qu'on a besoin d'un petit peu de ressources, soit parce que c'est un doublon. On doit défausser, forcément, parce que c'est des valeurs qu'on n'aurait plus envie de défausser. C'est pour nous enquiquiner un petit peu. Le jeu de base est finalement assez chiant, assez mou, c'est plat, on s'ennuie. Il n'y a pas d'autre mot. Par contre, on le sait, avec tous ces jeux, il y a souvent plusieurs modules. Un 2 modules, un deuxième module, un troisième module, là il y en a 5. Mon problème principal, c'est que normalement ces modules sont non obligatoires et non essentiels, et pour moi le jeu de base doit être intéressant sans module. Les modules c'est pour ajouter un petit peu de difficulté, un petit peu de profondeur, un petit peu de fun, tout ce que vous voulez. Là le jeu sans module, il est inintéressant. Mais si vous rajoutez des modules, il va commencer à être un petit peu plus intéressant, et notamment il y a 2 modules qui sont vraiment intéressants.
eh bien il y en a un qui va faire que le phare finalement va avoir des actions différentes à chaque tour. Là pour l'instant il est inerte, c'est juste si vous lui donnez un dé 3 ou 4, vous perdez un jeton. Eh bien il y a 12 cartes, vous allez en tirer 5 et à chaque tour, eh bien, vous allez déplacer votre phare sur une nouvelle carte. Ça fera une petite action supplémentaire, un malus ou un bonus que vous allez pouvoir faire sur ce tour-là. Ce qui va faire que finalement les parties vont être un peu plus variées d'une partie à l'autre, des fois un petit peu plus tricky, des fois un petit peu plus facile, ça va rajouter du fun, tout simplement. Et puis, vous avez un autre module qui sont les actions héroïques. Vous allez en piocher 3 sur 12. Et ces actions héroïques, ce sont des gros bonus. Ça va vous intéresser, il faut forcément tous les activer avant la fin de la partie, donc vous devez les activer une fois, sauf que pour activer ce gros bonus, vous devez vous défausser d'un équipage dans votre bateau, donc ça vous donne un avantage, mais vous devez vous désavantager. Et ça aussi, du coup, ça rajoute un petit peu de rejouabilité, un petit peu de variété, un petit peu de fun sur ce jeu. Il y a deux modules qui ne servent pas à grand chose à part à rallonger la partie et à rajouter des jetons à devoir récupérer pour gagner. Ceux-là ne sont pas intéressants. Il y en a un qui rajoute, qu'on appelle l'écueil, qui rajoute un petit peu d'aléatoire. Certains tours, si vous n'avez pas de chance, eh bien, vous allez rester coincé. Le bateau adverse, lui, va avancer, mais vous allez rester coincé sur place. Donc celui-là, il n'est pas très compliqué, il rajoute un petit peu de fun. Mais clairement, le phare de enchanté, ou je ne sais pas quoi, des actions héroïques, ça fait que le jeu est plaisant. C'est pas un grand jeu, c'est clairement dans le bas du panier de la gamme de l'univers. Ce jeu m'a quand même un petit peu déçu, d'autant plus qu'il y a pas mal de mise en place. Il faut mettre tous les petits jetons pour faire la spirale, c'est des fois un petit peu chiant. Bon, ça dure pas 15 ans, hein, il y a 46 jetons à mettre. Voilà, clairement, c'est pas le meilleur de la gamme. Et en plus, pour qu'il soit OK, il faut vraiment jouer avec les extensions. J'ai vu que Vincent, lui, avait déjà sorti 2 vidéos à la sortie du jeu. Je vais sûrement faire une vidéo avec ces 2 extensions. Je suis pas sûr qu'il les ait utilisées, parce que j'ai envie quand même de tourner une vidéo dessus, ça me fait plaisir, mais c'est pas le meilleur de la série. Sinon, le packaging est toujours au top, les illustrations sont toujours au top, c'est toujours un bonheur de découvrir cette gamme, mais celui-ci reste oubliable. Il nous reste un jeu, Doggerland, hop, un peu lourd, un jeu édité par Super Meeple, un jeu de Laurent Gilbert et Jérôme D. Snorschoff, illustré par Emmanuel Roudier et Yvan Villeneuve. La vidéo sortira normalement jeudi. J'ai tourné une partie. C'est là où vous me verrez encore avec le cache, la dernière de la chaîne, j'espère, avec le cache, parce que je l'ai déjà tourné. Je l'ai tourné le week-end dernier. Doggerland, ça avait fait énormément de bruit à sa sortie, ça avait fait énormément de bruit, peut-être un petit peu trop pour moi, ce qui fait que j'avais pas trop envie d'y jouer. Quand un jeu est trop hypant, il y a trop de monde qui est tiré dessus, je me dis bon, je vais plutôt essayer autre chose. C'est un peu con, hein, mais c'est voire puéril, mais en tout cas c'est ma manière de faire. Donc j'étais passé à côté, surtout que j'avais joué à Endless Winder juste avant, donc je m'étais dit c'est un peu le même thème, c'est aussi des placements d'ouvriers, ça va faire un petit peu redite, je suis pas prêt. Là, Super Meeple, quand je les ai contactés pour Terre d'Arles, ils m'ont proposé ce jeu, forcément ils le mettent en avant, j'ai accepté sans rien en attendre et j'ai été plutôt satisfait. Alors bon, vu tout le bruit positif qu'il y avait de la communauté solo, ça m'aurait étonné que ça ne m'aurait pas plu, mais attention, hein, quand des fois on en attend trop, on est déçu. Finalement, ce n'est pas vraiment un jeu de placement d'ouvriers, c'est vraiment un jeu de programmation. Alors oui, on va programmer nos placements d'ouvriers, mais la base du jeu, c'est qu'au tout départ, on va, tour après tour, mais là on est tout seul, donc on les passe tout ça, on va mettre nos meeples sur les actions qu'on va pouvoir faire dans un second temps. Certaines actions, se poser, c'est gratuit, mais certaines actions, pour se poser, il faut défausser des outils, voire si c'est en est vert, il faut se défausser d'une fourrure. Parce que si vous sortez eh bien, pour aller cueillir et qu'il fait froid, il vous faut une petite laine quand même. Donc ça va être un jeu de gestion, de programmation. On va devoir bien mettre tous nos ouvriers pour réussir certains objectifs. Et ces objectifs, quels sont-ils? Ce n'est absolument pas de faire le plus de points possible. On réserve ça pour les multijoueurs, c'est de valider un certain nombre d'objectifs, des objectifs tirés aléatoirement en début de partie. En facile, il faut valider 4 sur 6 objectifs, en moyen 5 sur 7, en difficile 6 sur 8. Et donc vous allez piocher 6 objectifs sur, je crois, 10 ou 12, donc vous allez faire à peu près la moitié des objectifs. Il ne faut en valider que 4, mais vous êtes obligé. Si à la fin de la partie, vous n'allez pas valider ces 4 objectifs, eh bien, c'est foutu. Mais si vous avez validé ces 4 objectifs, il faut aussi survivre jusqu'à la 8e manche. Il ne s'agit pas de s'arrêter en cours de route parce qu'il va falloir nourrir votre tribu. Donc, il va falloir être capable d'aller récupérer toujours des ressources. Et plus votre tribu va grandir, plus il faudra les nourrir. Il va falloir être capable de avoir toujours de la fourrure et des outils pour envoyer tous vos beaux mondes en expédition. Et vous avez le droit à des jokers, vous avez le droit à 3 jokers, mais attention, comme c'est de la programmation, vous pouvez vous louper et clairement vous pouvez manquer de ressources et mourir, en tout cas de faire que vous avez plus de jetons disette piochables en joker et donc vous pouvez vous arrêter de manière prématurée au 4e, au 5e, en tout cas ne pas finir vos 8 tours. Donc attention, c'est un jeu expert, les règles sont très simples,
C'est 36 pages, ça fait peur au début, mais on n'y retourne jamais, c'est bien expliqué. Il y a quelques petites pages de BD qui ne servent pas à grand chose, à part flatter un petit peu la rétine. Ça paraît long, ça paraît compliqué au départ, mais on ne reviendra jamais aux règles, c'est très clair, et ça c'est plutôt bien, mais clairement c'est un jeu expert. Ce qui fait que le jeu est bien en solo, finalement, c'est pas ce côté de programmation, ce côté expert, ce côté objectif. Ce sont des événements. Des événements, vous allez en tirer 8, 1 au début de chaque tour, sur un bon petit paquet, je crois qu'il y en a une vingtaine, 25, peut-être 30, 30 cartes mode solo. Donc finalement, vous jouez avec un quart de ce petit paquet. Ces événements-là, ça va bien sûr vous bloquer des zones, vous dire que vous ne pourrez pas aller là parce qu'il y a une deuxième tribu un peu factice qui va juste vous bloquer les emplacements, vous retirer certaines ressources, mais elle va surtout vous donner un événement. Des fois, ils sont positifs, c'est rare. Ils sont souvent négatifs et font que ça vous fait perdre de la nourriture, ça vous bloque des actions, ça vous fait des choses un petit peu sales. Et c'est ça qui fait qu'il y a une rejouabilité, parce que vous ne savez pas vous ne savez jamais qu'est-ce que vous allez vous prendre sur la tronche, et c'est assez plaisant. Ça simule bien ce côté survie qu'on pouvait probablement ressentir à cette époque, parce que je n'ai jamais vécu à cette époque-là. Mais s'il n'y avait pas ce côté événement, clairement, le mode solo serait finalement, je trouve, assez peu intéressant. Ce sont ces événements qui vont vous faire râler, qui vont vous frustrer, qui vont clairement vous arracher les cheveux. J'en ai pas, mais j'en ai souffert quand même. C'est ce qui fait le bonheur de ce mode solo. Point négatif, j'en ai finalement pas, à part que ça prend un peu de place. Surtout si vous voulez jouer avec le plateau dans le bon ordre, dans le bon sens, bon, vous pouvez le tourner, il n'y a pas de souci, ça prend un peu de place. Et finalement, on peut dire que le thème est un peu plaqué. Alors, il y a des belles illustrations, en plus il y a une explication sur ce qu'est le Doggerland, etc. Mais clairement, ça pourrait être un autre thème, que ça ne changerait pas grand-chose à la mécanique. Donc, il faut aimer ce thème préhistoire. Moi, ça me va. J'ai pas tant de jeux dans ce thème-là, mais je ne suis pas sûr que ce soit le thème non plus le plus attirant pour la plus grosse partie des joueurs. Mais bon, peu importe, parce que finalement, ce qui compte, c'est la mécanique. Le thème, c'est pas le plus important. Et comme je vous dis, le thème, finalement, est un petit peu plaqué quand même. Donc, même s'il ne vous intéresse pas, vous pouvez passer au-dessus. C'est très intéressant avec ces événements qui sont vraiment un petit peu sadiques. Et encore, je joue en facile. Alors oui, je suis assez mauvais aux jeux de société, il faut se le dire, mais ça ne va pas être de toute facilité. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. 4 jeux assez variés. Vraiment une belle sélection quand même si je n'ai pas dit du bien de tous les jeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à quoi vous jouez, qu'est-ce que vous comptez acheter pour Noël, parce que c'est bientôt Noël, et qu'il faut que je fasse une petite liste pour mes parents. Enfin, pour ma mère, plus exactement. Histoire d'avoir peut-être un petit jeu de société à Noël, parce que j'en ai jamais assez, n'est-ce pas? Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!